Et oui, c'est le 10e, ça passe très très vite. Et c'est la fameuse thématique que vous nous avez demandé, c'est la responsabilité et la question des assurances. Donc ça y est, on le fait, c'est le 1er juillet avant de vous laisser en trêve estivale. Donc nous sommes sur Zoom, donc merci de désactiver vos caméras, désactiver vos micros. Le webinaire est enregistré. Pour vos questions, vous passerez par le chat, c'est en cliquant sur la petite bulle discussion. Alors là, il y a marqué converser. Zoom a un peu changé en fonction des versions. Donc, c'est soit converser, soit discussion. Vous cliquez dessus, vous posez votre question et puis on vous laissera la parole à partir de 12h45 pour poser vos questions. Vous pouvez voir qui est là, qui n'est pas là, en cliquant sur participants. David, je te propose de continuer. Il y aura la restitution, comme on vous l'a dit. C'est David qui vous fera un petit mail avec la liste des participants, les slides de présentation et puis éventuellement des questions, des réponses à des questions pour lesquelles on n'aurait pas eu de réponse pendant le séminaire, pendant le webinaire, ou voilà, si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas à les faire passer par David. Parce qu'on essaiera d'y répondre au mieux en ayant un fort appui de nos 3 intervenants. Alors, en parlant d'intervenants, on va accueillir, on a 3 intervenants aujourd'hui, mais on va commencer par Marie-Angèle Sanchez, donc de l'agence Qualité Construction. Marie-Angèle, je vais te laisser te présenter et juste pour vous dire que Marie-Angèle va nous parler des travaux de la QC en matière d'économie circulaire et particulièrement de réemploi. Allez, comme on fait avec du non conventionnel, hein, c'est un peu ça la question du jour. Donc Marie-Angèle, c'est à toi. Très bien, merci beaucoup et merci de nous avoir conviés à participer et intervenir dans ce webinaire. Si vous pouvez avancer, parfait, merci. Alors, l'agence Qualité Construction, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une association dont la mission est la prévention des désordres dans le bâtiment et l'amélioration de la qualité dans la construction. Et dès 2017, on a été conviés à participer à des réflexions sur le réemploi par certains des précurseurs sur ce nouveau paradigme. Et on s'est très, très rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas tous les acteurs autour de la table. Donc, dans l'objectif de notre mission et afin de profiter de l'espace neutre des discussions que nous proposons aux professionnels, nous avons mis en place un groupe de travail au niveau de la commission prévention produits mise en œuvre qui rejoignait, en fait, qui permettait à tous les acteurs et professionnels, à tous les représentants des syndicats de la C2P d'échanger, de débattre sur ces sujets. Donc, au sein de ce groupe de travail, nous avons examiné plusieurs retours d'expérience par des acteurs du réemploi et cela nous a permis en fait d'identifier quelques constats dont je vais vous parler après. Et après, en parallèle, quasiment, et David, si ce n'est pas le cas, tu me corrigeras, dans le cadre du dispositif Rex Bâtiment Performant, et en partenariat avec ODI, c'est notamment David, l'agence Qualité Construction a mené aussi un retour d'expérience terrain sur le réemploi. Et je vous parlerai un peu à la fin. Slide suivant, merci. Donc, un des premiers de ce constat, ça a été de voir que le réemploi, en fait, représente une nouvelle chaîne de responsabilités très différente à celle où on était habitué dans le cadre de la loi Spinetta, et qui va introduire différents acteurs, notamment le diagnostiqueur déchets, le déconstructeur, des plateformes qui vont revendre ou qui vont céder des matériaux, et même des échanges commerciaux ou de cessions entre maîtres d'ouvrage. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je pense que c'est un sujet que vous connaissez tous du fait des différents webinaires, et dans lesquels, en fait, les acteurs peuvent avoir des nouvelles responsabilités. Je ne veux pas aborder non plus la question en détail parce que ce sera abordé après. Mais il y a un élément qui est très clair et qui est commun, en fait, à tous les projets et tous les montages d'opérations que nous avons pu voir, et c'est la disparition du fabricant comme fournisseur de matériaux, et donc
ayant une responsabilité sur des matériaux neufs, et une question qui se pose continuellement sur quel acteur s'engage sur les performances du produit réemployé, hein, sur ses caractéristiques et l'aptitude à l'emploi pour au moins 10 ans supplémentaires pour les matériaux de réemploi. Donc, dans ce cadre de réemploi et aussi dans le cadre de la réutilisation qui sera abordée, définie après, cette nouvelle chaîne de responsabilité, en fait, répond à des nouvelles missions terrain. Donc, on a parlé déjà du diagnostic déchets. Il va y avoir aussi un diagnostic ressources, hein, sur un gisement de matériaux de réemploi. Il va y avoir aussi une phase de déconstruction. On est passé d'un paradigme de démolition à celui de la déconstruction, qui va impliquer aussi comment on va transporter et stocker les matériaux qui vont être issus de la déconstruction, qui doivent être caractérisés, dont les performances doivent être caractérisées et dont on doit démontrer l'aptitude à l'emploi dans le cadre de la réutilisation, et qu'il va falloir peut-être reconditionner. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif au niveau des missions, mais j'ai essayé de donner un aperçu assez large. J'ai souhaité aussi faire un petit rappel sur la définition des techniques courantes et non courantes. Et en fait, c'est une notion qui a été introduite dans l'objectif d'une fluidification entre dans les marchés des travaux, en fait, entre les assureurs et les assurés. Pour qu'effectivement, comme vous allez le voir, il n'y ait pas besoin de mobiliser ou d'échanger en permanence avec l'assureur. Donc, cette définition des techniques courantes et non courantes va donner lieu en fait à deux situations bien différentes. Dans le cadre de la technique courante, qui va regrouper tout ce qui va être normes, notamment les NFDTU, les recommandations professionnelles RAGE, les règles professionnelles acceptées par la C2P et les ATEC DTA en liste verte, ainsi que les ATEX favorables, on va être dans une situation des techniques courantes, c'est-à-dire que ce sont des techniques démontrées qui ne présentent pas de risque aggravé des sinistralités et qui vont être de facto considérées dans le cadre de l'assurance décennale. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, si je suis assurée pour un type d'ouvrage et que j'ai fait appel au référentiel ou à l'évaluation technique que je viens de citer, il ne sera pas nécessaire que je contacte mon assureur et ça va rentrer dans le cadre de la décennie. En revanche, si j'ai fait plutôt appel à des à des règles professionnelles qui n'ont pas été acceptées par la C2P, la Commission de prévention produits mis en œuvre, des ATEC ou DTA qui ne sont pas en liste verte, mais qui sont en observation, ou des ATEX qui ne sont pas favorables, ainsi que toute autre évaluation à dire d'experts tels que les ETN, on va être dans le cadre de la technique courante. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher de son assureur pour qu'il y ait des échanges en fait, sur la maîtrise des risques. Concrètement, pour le... David, excuse-moi, si tu peux revenir en arrière, merci. Concrètement, dans le cadre du réemploi, aujourd'hui, on n'a pas de référentiel ou d'évaluation technique en technique courante et spécifique sur le réemploi. Certes, il y a eu des guides méthodologiques qui ont été faits, élaborés dans le cadre de la Fondation Bâtiment Énergie et qui constituent une première brique qui ont été très bien considérées et très bien reçues sur les terrains. On ne peut pas dire qu'il s'agisse de la technique courante aujourd'hui, ce ne sont pas des référentiels en technique courante. Merci David, maintenant tu peux... Merci. Où est-ce que je peux me renseigner en fait sur les différents éléments que j'ai bien évoqués, c'est-à-dire les règles professionnelles qui sont acceptées par la C2P, les produits sous avis technique ou DTA qui sont en observation, ou les recommandations professionnelles RAGE qui sont en technique courante. Ce sera dans la publication semestrielle C2P qui paraît tous les ans au mois de janvier et au mois de juillet et que vous pouvez bien évidemment consulter gratuitement sur le site de l'Agence Qualité Construction. En complément de ces éléments-là, ce
qu'il faut savoir, c'est que, en plus de la technique courante ou non courante, il y a des ouvrages qui montrent ou qui démontrent en fait, qui présentent plus de sinistralité que d'autres. Donc, dans le cadre du rapport de l'Observatoire de la qualité de la construction, qui paraît tous les ans, en fait au mois de juin, on peut voir qu'il y a un flop 10 d'ouvrages qu'on trouve de manière très récurrente. C'est des données vraiment statistiques. Et par exemple, les menuiseries extérieures se trouvent dans ce top 5. Donc, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que s'il y a un produit de réemploi ou un ouvrage est très pathogène déjà en neuf, il faut peut-être considérer les risques que cela peut en fait provoquer si en plus ils sont réemployés et parfois qui font appel à l'assurance décennale, notamment une impropriété à destination ou des problèmes de solidité. Dans le cadre des menuiseries extérieures, on est notamment sur des problèmes qui peuvent poser en fait des problèmes d'étanchéité. David? Merci. Et juste quelques petites clés pour la maîtrise du réemploi qui sont issues du REX qui avait été mené par David. Donc, le premier, c'est le besoin de sensibiliser les différents acteurs impliqués au réemploi parce qu'effectivement, il s'agit d'un élément nouveau et qui n'est pas compris, où les enjeux ne sont pas vraiment connus par tous les acteurs professionnels. Le deuxième, c'est que l'anticipation est vraiment la clé de la réussite et de tout point de vue. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du réemploi, il va falloir identifier déjà un gisement. Il va falloir que le projet et les gisements, il y ait une corrélation, c'est-à-dire que le gisement corresponde au projet. En termes de conception, il faut aussi concevoir de manières différentes puisqu'il faut utiliser des produits qui sont déjà issus du terrain et il faut donc s'adapter à ces types de produits. D'autre part, et je vais un peu spoiler ce qui va venir après, tel que je l'ai déjà évoqué, il y a un intérêt clair à pouvoir contacter son assureur et l'intégrer dès l'amont, ainsi que les autres acteurs, notamment les contrôleurs techniques. Bon, il va falloir étudier l'adéquation du gisement, il va falloir caractériser les performances des produits de réemploi pour pouvoir garantir l'aptitude à l'emploi, ça je l'ai déjà évoqué. Tenir compte des nouveaux enjeux qui sont en lien avec les missions que j'ai évoquées, notamment la déconstruction, le stockage, le transport et notamment l'adaptation des produits si besoin. Et la dernière, c'est la formation et la qualification des professionnels puisque nous sommes sur de nouveaux métiers. Merci. Merci Merci, beaucoup, Marie-Angèle. Petite présentation qui vous a permis d'avoir un petit peu une vision élargie de la situation des produits issus de l'économie circulaire. Et maintenant, on va on va étudier la partie juridique et cette fameuse question de la responsabilité, ou dois-je dire des responsabilités. Et donc, je vais laisser la parole à Ghislain Loiseau du cabinet Fidal. Ghislain, c'est à toi. Ouais, merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Ghislain Loiseau, juriste au sein du cabinet Fidal, donc qui est un cabinet d'avocats qui intervient dans le domaine du droit des affaires. Et donc moi, j'interviens en droit de l'environnement sur différentes questions, notamment les problématiques de droit des déchets et d'économie circulaire, de réemploi, qui sont des thématiques tout à fait intéressantes et qui posent de nouvelles questions. Notamment, le réemploi des matériaux soulève des questions juridiques et des questions assurantielles qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, quelques mots, hein, je ne vais pas vous faire un cours, ni être trop long. Je voulais juste rappeler quelques grands principes. Le premier principe, c'est de rappeler que les matériaux issus du réemploi échappent en principe au statut des déchets. C'est ce qui a été prévu par la loi relative à l'économie circulaire dans la définition même de la notion de réemploi et sous réserve effectivement que les critères qui sont posés par l'article L541-4 du Code de l'environnement soient remplis. Donc,
Christian Garcia va revenir dans un moment sur la différence entre réemploi et réutilisation, mais il n'est pas inutile de vous redonner d'ores et déjà la définition de la notion de réemploi. Donc, dans le cas d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiments, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits ou les équipements pouvant être réemployés, les produits et les équipements qui sont destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. Donc, c'est sous cette réserve-là et dans ces conditions-là que des matériaux issus du réemploi ne prendront pas le statut de déchet. Donc, les conséquences en termes de responsabilité pour les différents acteurs de la chaîne qui vont intervenir effectivement dans des opérations conduisant au réemploi ou mettant en œuvre du réemploi de matériaux, les conséquences, c'est que toutes les obligations administratives qui sont posées par le Code de l'environnement et les responsabilités afférentes, donc vous le savez, le producteur et le détenteur de déchets ont des obligations de traçabilité, d'élimination, de gestion du déchet conformes à la réglementation. Toutes ces obligations et ces responsabilités afférentes ne s'appliquent pas. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut souligner parce que ça enlève effectivement certains tracas. Mais j'insiste bien, dès lors qu'on est dans les conditions qui sont fixées par l'article L541-4-4 que je viens de vous rappeler. On pourrait avoir une discussion sur le point de savoir effectivement ce qu'est un matériau réemployé. Est-ce que des matériaux neufs, par exemple issus du surplus d'un chantier, sont des matériaux réemployés? Ça peut être, on va considérer que oui, mais ça pourrait être juridiquement un sujet de discussion. Donc, une fois qu'on a dit ça, la deuxième question à se poser, c'est finalement, est-ce que le réemploi modifie, brouille les cartes, vient changer les responsabilités ou les mécanismes de responsabilité juridique qui sont applicables traditionnellement? Et au nombre desquels, principalement, l'obligation, la responsabilité contractuelle, et notamment la responsabilité contractuelle qui pèse sur les constructeurs, au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Donc, vous le savez, en fait, si on reprend, je vous invite à reprendre le petit schéma de Marie-Angèle tout à l'heure sur la chaîne de responsabilité qui distinguait les différents intervenants. La majeure partie de ces intervenants, la majeure partie, mais pas tous, la majeure partie de ces intervenants vont prendre la qualification de constructeurs. Ce qu'il veut dire, et vous le savez très bien, qu'à l'égard du maître d'ouvrage, ils sont tenus d'une garantie, deux garanties décennales, et principalement en fait de la garantie décennale, qui est un régime de responsabilité de plein droit. Responsabilité de plein droit, ça signifie que ce régime de responsabilité est engagé sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'intervenant, l'architecte, le bureau d'études, l'entreprise de travaux qui concourt à la construction de l'ouvrage, sans démontrer qu'il y ait une faute, mais simplement effectivement que le bien qui a été construit n'est pas apte à remplir l'usage convenu au départ dans le cadre du contrat. Donc, bien évidemment, de cette obligation, de cette garantie légale, découle une obligation d'assurance. Donc, la seule cause exonératoire de cette responsabilité, finalement, c'est la cause étrangère. Donc, là aussi, il faut rappeler que le vice du matériau, donc matériau neuf ou matériaux réemployés, le vice du matériau en tant que tel ne va pas être pris en compte pour exonérer le constructeur de sa garantie en la matière. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a, parmi les garanties légales, on a une garantie également, la garantie biennale que vous connaissez, mais qui, a priori, ne s'appliquera pas dans le cadre du réemploi des matériaux. On pourrait toutefois se poser la question de savoir si ça s'applique aux matériaux qui sont issus, qui sont des matériaux neufs et qui sont issus du surplus d'un chantier, par exemple. Ça, c'est une question ouverte.
je vous ai indiqué responsabilité contractuelle principalement. Donc, quand on voit la chaîne de responsabilité, on voit qu'en fait, les différents intervenants sont reliés entre eux essentiellement par des contrats. Mais on peut avoir effectivement, donc on va avoir ces mécanismes de responsabilité civile, de responsabilité contractuelle particulière, mais il ne faut pas oublier que les mécanismes de responsabilité contractuelle de droit commun s'appliquent également. Un exemple concret, si on a sur un chantier une entreprise, un entrepreneur général qui a contractualisé avec le maître d'ouvrage. Cette entreprise de travaux, elle va avoir effectivement la qualité de constructeur et elle sera tenue par une garantie décennale à l'égard du maître d'ouvrage. Par contre, si cette entreprise générale de travaux confie des prestations à un sous-traitant qui, lui, n'est lié que vis-à-vis d'elle et n'est pas lié directement à l'égard du maître d'ouvrage, ce sous-traitant, il engagera sa responsabilité civile contractuelle de droit commun à l'égard de l'entreprise générale de travaux et il engagera sa responsabilité civile extra-contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage. Donc, rappelons qu'à côté de la responsabilité contractuelle, vont trouver à s'appliquer aussi des mécanismes de responsabilité, qu'on dit responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, donc notamment la responsabilité, par exemple, la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Et là, je prendrai un autre exemple, je prendrai l'exemple du transporteur. Donc, on a un chantier de démolition qui génère des matériaux destinés au réemploi. Ces matériaux sont effectivement, prenons des tuiles par exemple, ou des plaques de faux plafond. Ces matériaux ont été déconstruits et conservent leur intégralité, ce qui fait qu'ils peuvent être réutilisés sur un autre chantier. Si effectivement les opérateurs qui prennent en charge ces matériaux, qui les stockent, qui les transportent, les dégradent, les stockent dans des conditions qui ne sont pas propices pour conserver leur intégralité, ces intervenants-là vont engager aussi leur responsabilité par rapport à cette situation. Et là, on montrera sur des mécanismes de responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Donc, on n'a pas véritablement de bouleversement de la responsabilité, des mécanismes de responsabilité applicables. J'ai souhaité faire un petit focus, et c'est la diapo là, qui vous est présentée actuellement, sur justement les causes d'exonération de responsabilité ou un exemple de mécanisme d'articulation de la responsabilité entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. Donc, comme je vous l'ai indiqué, les constructeurs sont, et c'est important aussi de le souligner, les constructeurs sont solidairement responsables entre eux. C'est-à-dire l'ensemble des constructeurs qui interviennent dans le cadre d'un chantier et qui sont liés vis-à-vis du maître d'ouvrage engagent leur responsabilité solidaire. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage pourra demander l'intégralité du remboursement de son préjudice à l'un quelconque d'entre eux, à charge pour lui de se retourner contre les autres et à charge pour le juge de prévoir la répartition de responsabilité. Il se trouve que le maître d'ouvrage peut également être à l'origine d'un partage de responsabilité, c'est-à-dire son intervention, son immixtion dans le choix des matériaux ou son acceptation délibérée des risques peut conduire à une exonération de la responsabilité, par exemple à une exonération de la responsabilité de l'architecte. On a des jurisprudences en la matière, donc je vous en ai cité quelques-unes. Il faut quand même, et c'est ce que prévoit clairement la jurisprudence, il faut nécessairement que le maître d'ouvrage donc, se soit immiscé dans l'exécution des travaux, mais surtout qu'il soit notoirement compétent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à un maître d'ouvrage profane d'avoir fait le choix de matériaux, d'avoir imposé le choix des matériaux s'il n'est pas notoirement compétent. Donc, s'il ne savait pas finalement quels étaient les risques et les responsabilités encourues du fait d'utilisation de ce matériau en particulier. Donc là, on retrouve, et ça va être la diapo suivante,
on retrouve finalement les conséquences pour tous les intervenants et toutes les personnes qui figurent dans la chaîne de responsabilité et qui sont en relation avec le maître d'ouvrage. On va trouver la conséquence principale, c'est finalement un devoir de vigilance et un devoir de conseil qui va être accru. Devoir de conseil, dans le cadre de l'exemple que je prenais à l'instant, si effectivement un maître d'ouvrage vous impose l'utilisation d'un matériau qui n'est pas apte ou qui ne présente pas toutes les garanties de performance, d'efficacité nécessaires pour que l'ouvrage qui est commandé soit construit dans les règles de l'art, à ce moment-là, vous avez, ou en tout cas l'entreprise qui intervient, a le devoir et l'obligation de l'en informer, voire éventuellement de refuser d'utiliser les matériaux. Alors, ça va mieux en le contractualisant, c'est-à-dire en prévoyant effectivement ces conditions-là dans soit les conditions générales de vente, soit dans le contrat que vous passez avec le maître d'ouvrage. Donc, comme l'a rappelé effectivement Marie-Angèle tout à l'heure, l'utilisation de matériaux issus du réemploi impose un échange d'informations accru entre les parties prenantes, donc tout au long de la chaîne de responsabilité. Elle renforce effectivement ce devoir de conseil et de vigilance dont je parlais, et elle va jusqu'à nécessiter effectivement, par exemple, du maître d'œuvre qu'il fasse réaliser des tests de compatibilité du matériau ou de ses caractéristiques en recourant ou en faisant intervenir, par exemple, un bureau d'études, un bureau de contrôle technique. Et donc, ces prestations doivent être également contractualisées et les rôles et les responsabilités de chacun doivent être également précisés. Parce qu'on peut avoir, on a là aussi de la jurisprudence en la matière. On a des acteurs comme des bureaux d'études qui font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui peuvent, lorsqu'ils s'immiscent aussi dans l'acte de construction, se voir attribuer la qualité de constructeur et donc les obligations afférentes. Donc, il faut aussi bien définir ce que fait et quelles sont les limites des interventions de chaque intervenant pour en définir les rôles et les responsabilités et on le verra dans un instant, souscrire les contrats d'assurance qui en découlent. Parce qu'on se focalise, je vous ai parlé, je vous ai rappelé le mécanisme de la responsabilité civile et de la garantie décennale, mais il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, effectivement, hormis les garanties légales qui imposent une obligation d'assurance, on a tout un tas de responsabilités qui ne relèvent pas de ces mécanismes et pour lesquels on ne va pas nécessairement penser spécifiquement assurance. Donc, il faut vraiment avoir, si vous voulez, une sorte de cartographie de tous les risques et de bien identifier dans quelles conditions, pour qui on intervient et dans quelles conditions et quelle est l'étendue et quelles sont les limites des missions qu'on accomplit pour le maître d'ouvrage ou pour les différents intervenants et qu'en fonction de ces missions, on identifie bien les risques, les types de responsabilités civiles, contractuelles, délictuelles, quasi-délictuelles, et qu'on prévoit les assurances qui seront afférentes. Voilà, donc j'insiste à la fin de cette diapo sur l'importance du contrat et l'importance du recours à l'assureur. Et je pense qu'on peut passer maintenant la parole à Christian Garcia. Merci beaucoup, Ghislain. Alors, moi, je n'ai plus rien à faire. Christian, c'est à toi. C'est à toi sur la partie assurance. Allez, un assureur, qu'est-ce qu'il attend? Comment il veut travailler avec ses clients, futurs clients et comment on contrôle le mieux possible cette idée de risque. C'est bon pour toi, Christian? On ne t'entend pas. Il a repris la main, mais… Alors, attends. Hop. Voilà, c'est bon. Super. Merci. Voilà, j'ai remis le micro, ça va mieux. La présentation s'affiche, tout va bien? Parfait. Très bien. Donc, Christian Garcia, moi je suis le directeur adjoint du GIE Socabat qui regroupe l'ensemble
des experts du groupe SMA. Et donc, nos missions sont triples. Je suis aussi responsable du département prévention, risque et expertise. Nos missions sont triples, hein, c'est de la prévention, assurer l'analyse des risques et réaliser des expertises pour le groupe SMA. Donc, dans ce cadre, effectivement, on a été amené à travailler sur un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous occupe aujourd'hui, qui est le réemploi. Et on va commencer par une question de sémantique, puisque dans la langue française, réutilisation et réemploi sont souvent employés comme synonymes, mais ce n'est pas le cas vis-à-vis du Code de l'environnement, qui distingue vraiment le terme de réemploi de celui de réutilisation. Donc, le réemploi, c'est vraiment l'emploi d'un matériau, le réemploi d'un matériau avec un même usage. Donc, cette notion est importante, puisque je prenais l'exemple d'une porte coupe-feu. Une porte coupe-feu va pouvoir être réemployée, mais en gardant sa fonction de porte et sa fonction coupe-feu. On peut éventuellement dégrader le niveau de performance, c'est-à-dire elle peut perdre sa fonction de coupe-feu, mais elle servira toujours de porte. La réutilisation, c'est différent, c'est-à-dire que la réutilisation, ça va être par exemple un mur intérieur en béton armé que l'on va démolir, déconstruire, et tous les éclats ou les morceaux de béton, on va les réutiliser comme pavage extérieur. Donc là, on voit que l'usage initial du matériau n'est pas le même, et donc forcément les performances attendues vont être différentes. Donc la réutilisation, le champ de la réutilisation est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important, et aujourd'hui moi je vais vous parler uniquement du réemploi. Je ne vous parlerai pas de réutilisation. Alors, concernant les produits de réemploi, effectivement, Ghislain l'a évoqué, de quoi parle-t-on? Alors, on pense, quand on parle réemploi, on pense tout d'abord aux produits de déconstruction. Donc ça, effectivement, ça va être le gros des matériaux de réemploi, mais il n'y a pas que ça. On peut inclure là-dedans aussi les surplus de chantier. Donc, Ghislain se posait la question, nous on ne se la pose pas trop, on pense que ça sera clairement du réemploi. Donc là, ça va être du réemploi simple, puisque les matériaux peuvent être encore emballés, ce sont des matériaux qui peuvent être neufs et qui ne poseront vraiment aucune difficulté à être réemployés, mais ça peut être aussi des chutes de pose d'une opération de construction. Voilà, on a des petits bouts de matériaux à droite et à gauche qu'on va pouvoir réemployer sur d'autres chantiers, d'autres matériaux. Tout ça, ça sera effectivement des matériaux de réemploi. Alors, au niveau de l'approche assurantielle, l'assureur, il doit évaluer un risque. Et pour pouvoir évaluer un risque, alors là, je vais vous donner trois grandes étapes. Bon, il y en a d'autres, mais ce sont les trois principales sur lesquelles on va s'adosser. La première, c'est on va analyser la chaîne de responsabilité. Donc, Marie-Angèle et Ghislain vous ont parlé des responsabilités. C'est important de pouvoir les identifier. Et là, au travers du circuit de distribution, on va analyser cette chaîne de responsabilité. Ensuite, on va analyser le risque technique concernant le produit. Et donc, est-ce que ce produit a bien été qualifié et par qui et comment? Et enfin, on va s'attacher à la mise en œuvre et au circuit de mise en œuvre avec les entreprises qui réalisent ces travaux. Alors, concernant le circuit de distribution, on vous l'a dit, mais c'est un élément important par rapport à, je dirais, une construction neuve classique avec des produits de construction neuve. Là, on a un acteur important qui disparaît et qui est le fabricant. Parce que finalement, dans le réemploi, un maître d'ouvrage va pouvoir céder en direct à un autre maître d'ouvrage ou à une entreprise qui va mettre en œuvre ce produit pour un autre maître d'ouvrage, des produits de construction usagés, déjà utilisés. Ces produits peuvent être aussi, alors aujourd'hui on a d'autres circuits qui se mettent en place via des plateformes, via soit en direct, qui mettent en relation en direct des maîtres d'ouvrage, soit des plateformes sur lesquelles les entreprises vont pouvoir aller chercher des matériaux de réemploi. Mais en fonction de ce circuit de distribution, les responsabilités vont être différentes et donc forcément vont être analysées par l'assureur pour pouvoir apprécier son risque. Finalement, les questions, j'ai résumé trois questions que vont se poser l'assureur, c'est qui
qui fournit le matériau à l'entreprise qui va poser. Quel sera, ça c'est une question importante pour l'assureur, hein, quel sera le recours de l'entreprise en cas de déficience du produit, vers qui on peut s'adresser en cas de difficulté. Et puis derrière, quelle est la responsabilité pour le propriétaire fournisseur de ce matériau? Est-ce qu'il est couvert par une assurance ou pas? La deuxième étape, ça va être l'approche technique, l'analyse technique, la qualification du produit. Alors, dans cette qualification-là, on a une fusée à 2 étages. Le premier étage, il est réglementaire. Les décrets sont parus là, il y a quelques jours seulement. C'est le diagnostic déchets. Donc, le diagnostic déchets va donner déjà une première orientation, une première appréciation sur la réemployabilité des matériaux. En tout cas, il va identifier les matériaux qui sont potentiellement réemployables, donner quelques indications sur les modes de pose et de dépose, et déjà à ce niveau-là, introduire déjà un premier seuil, un premier niveau de traçabilité sur ces matériaux de réemploi. La traçabilité, c'est un élément aussi qui va être important et clé pour les assureurs dans leur appréciation du risque. La deuxième étape, alors, est-ce que la première étape est suffisante pour un maître d'ouvrage qui construit pour pouvoir réemployer des matériaux de construction? Pas nécessairement. Il va falloir aller parfois plus loin pour pouvoir qualifier, effectivement, caractériser le produit, sa performance, et est-ce que finalement, il présente les mêmes caractéristiques qu'un produit neuf dans mon élément de construction. Et pour passer à cette étape, il est souvent nécessaire d'aller plus loin dans la qualification technique de ces produits de réemploi. Et là, on voit apparaître effectivement de nouvelles missions, une nouvelle activité pour pouvoir effectivement caractériser ces produits de construction. Autre étape aussi importante, ça va être toute la phase stockage, conditionnement, transport éventuellement, la conformité aux exigences normatives et performantielles. Bon, ça c'est un élément, c'est-à-dire qu'il faut que le produit de réemploi réponde peu ou prou aux mêmes caractéristiques qu'un produit neuf. Et autre élément, j'insiste aussi sur cet élément-là, c'est la traçabilité qui va être un élément important. Alors, lorsque tout va bien, la traçabilité, on n'en a pas trop besoin. C'est plutôt lorsqu'on a des difficultés, on a des problèmes, la traçabilité là sera essentielle justement pour remonter et reconstituer la chaîne de responsabilité. La qualification, alors cette qualification, c'est une mission aussi à laquelle les assureurs sont très attachés justement pour caractériser et bien maîtriser, aller vers une maîtrise du risque technique sur le matériau ou le produit réemployé. Aujourd'hui, la qualification du produit, elle n'est pas balisée. C'est-à-dire autant le diagnostic déchets est balisé par des textes de loi qui encadrent bien effectivement ce que l'on doit faire dans le cadre d'un diagnostic déchets. La qualification du produit, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que les missions aujourd'hui commencent à en avoir de plus en plus, mais elles sont à géométrie variable en fonction des projets, en fonction des acteurs et des missions qu'ils proposent. Toujours est-il, ce que attend l'assureur au travers de cette mission de qualification, c'est d'avoir effectivement des preuves comme quoi le matériau est réemployable avec les performances et les bonnes performances attendues. Cette qualification, elle peut être faite aujourd'hui par divers intervenants. Ça peut être effectivement un diagnostiqueur lui-même qui poursuit sa mission pour le maître d'ouvrage qui va construire son opération neuve. Ça peut être une entreprise, ça peut être une équipe de maîtrise d'œuvre, un bureau d'études. Ça peut être aussi des bureaux de contrôle aujourd'hui qui vont vers ce type de mission, ce type de marché. Toujours est-il que, voilà, encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir attester effectivement que les exigences normatives et performantielles du produit sont au rendez-vous. Concernant la mise en œuvre qui va être réalisée par les entreprises, là, on va avoir 3 étapes. C'est-à-dire qu'il va y avoir sans doute des risques qui vont être nouveaux et donc forcément des responsabilités derrière qui vont être nouvelles. Alors, responsabilité nouvelle, là, je ne contredis pas ce qu'a dit Ghislain, c'est-à-dire que les responsabilités, ça ne va pas changer le fondement des responsabilités, mais par contre, effectivement, en fonction des contrats d'assurance, du montage contractuel de l'opération, on peut avoir des trous dans la raquette et derrière la chaîne de responsabilité qui n'est pas complète, et donc voir des acteurs qui vont porter des responsabilités qu'ils n'auraient pas à porter ou qui ne porteraient pas sur une opération avec des produits neufs.
Et puis enfin, l'impact sur les contrats d'assurance pour les entreprises. Alors sur les risques nouveaux, effectivement, déjà on va devoir assurer 10 ans un matériau ou un produit qui est déjà usagé. Et donc là, il faut être sûr qu'effectivement, les performances sont au rendez-vous à l'instant T, mais vont continuer à perdurer dans le temps, et notamment sur une période décennale. Il faut faire attention aussi aux évolutions réglementaires, c'est-à-dire que les évolutions réglementaires sont en perpétuel changement, renforcement. Et donc, un produit qui a été mis en place en 2007 ou au début des années 2000 ne respectera pas forcément les bonnes exigences réglementaires acoustiques, sismiques, thermiques, etc., voire sécurité incendie actuelles. Donc ça, c'est un point de vigilance, et il faut bien pouvoir dater effectivement ces matériaux-là et les tracer pour pouvoir savoir identifier est-ce que par rapport à la date de première mise en œuvre du matériau, est-ce que les exigences réglementaires ont évolué, et donc est-ce que c'est un point d'attention, quelque chose que je vais devoir réévaluer. La qualité performantielle aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'elle peut se dégrader dans le temps. On peut avoir, pour un isolant, effectivement, des modifications de lambda en fonction du type d'isolant. On peut avoir, effectivement, vis-à-vis de la sécurité incendie, par exemple, des matériaux qui se dégradent et qui n'assurent pas, qui n'ont plus la même performance au regard de ces exigences. Donc ça, voilà, il faut aussi pouvoir l'identifier, et l'assureur va regarder ces aspects-là, est-ce que ça a été fait et comment. Ensuite, dernier point, et ça on n'y pense pas toujours quand on fait du réemploi, les matériaux de réemploi peuvent être source de contamination. On a tout l'aspect qualité de l'air, etc., a évolué. On a la directive REACH qui est arrivée en 2007, qui est venue renforcer de façon draconienne l'utilisation en interdisant l'utilisation d'un certain nombre de produits dans le milieu de la construction, mais pas que. Et donc, voilà, tous les produits qui sont antérieurs en 2007, donc antérieurs à la directive REACH, n'avaient pas ces mêmes contraintes. Donc, lorsqu'on réemploie des matériaux, il faut bien s'assurer qu'effectivement, ces matériaux ne présentent pas de risque pour la santé. Nous, on a eu, à titre d'anecdote, un cas avec un élément de construction en bois, qui était infecté par la mérule. Ça n'a pas été détecté, et évidemment, c'est venu contaminer complètement l'ouvrage neuf quelques temps après. Les responsabilités nouvelles, donc là, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a développé Ghislain. Il faut analyser complètement la chaîne de responsabilité, identifier est-ce qu'on a des trous dans la raquette ou pas, est-ce que les acteurs sont assurés au bon niveau. Donc ça, ce sont des aspects importants qu'il faut, en tout cas, il faut se poser les questions. Est-ce que je suis bien assuré sur l'opération où je mets en œuvre du réemploi par l'ensemble des acteurs, de la maîtrise d'œuvre, en passant par le maître d'ouvrage, bien sûr, jusqu'aux entreprises et bureaux de contrôle. Dernier aspect qui a été développé par Marie-Angèle, la technique non courante. Là aussi, lorsqu'on met en œuvre une technique non courante, il faut en informer son assureur. Et dans le cas du réemploi, la technique, on sera spécifiquement de façon très très majoritaire dans le cas de la technique non courante. En tout cas, aujourd'hui, c'est la position des assureurs. Et pour pouvoir fluidifier, on va dire, cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait du réemploi, il faut que les acteurs informent leur assureur qui mettent en œuvre du réemploi. Pour sortir très rapidement de cette ornière, nous incitons les acteurs des filières à mettre en place très rapidement des règles professionnelles. Aujourd'hui, il y a une première brique qui a été posée avec les guides de la Fondation Bâtiment Énergie. Il faut aller un petit peu plus loin avec la mise en place de règles professionnelles. L'activité, un assureur, il assure une activité. Donc, dès lors que l'activité n'est pas déclarée, par exemple, un architecte, s'il met en place ou un maître d'œuvre, s'il met en place des matériaux de réemploi, il faut qu'il déclare cette activité à son assureur. Sinon, il prend un risque, effectivement, d'être en découvert d'assurance en cas de difficulté. Le réseau de distribution, donc là je l'ai évoqué, c'est la chaîne des responsabilités, c'est la possibilité des recours. Bon, tout ça peut générer du risque juridique aussi pour les assureurs. Ce sont des aspects que l'on va regarder sur les opérations avec du réemploi.
L'environnement nouveau, là aussi, de nouvelles missions pour des acteurs. Donc, derrière, potentiellement de nouveaux risques, de nouveaux besoins en couverture d'assurance. Un des constructeurs, par exemple, aujourd'hui finit la démolition des années 70 à la boule ou la démolition des années 90 à la grignoteuse. Aujourd'hui, une opération de démolition, c'est vraiment de la déconstruction. Et avec une compétence des cureurs qui va être plus importante demain, puisqu'on va devoir récupérer les matériaux en l'état quasiment pour pouvoir les réemployer, ou en tout cas en réemployer un maximum dans d'autres ouvrages. Donc là, ça nécessite de la formation, ça nécessite une compétence et un accompagnement effectivement de toute cette filière au niveau de la déconstruction. Et donc derrière, effectivement, des besoins d'assurance. Le diagnostiqueur aussi, c'est un nouveau métier, voilà, même s'il existe depuis 2011, mais en tout cas, il a été revisité là, par la loi AGEC et les décrets qui sont sortis. Voilà, de nouveaux besoins et un nouveau besoin d'assurance notamment, puisque la responsabilité civile professionnelle est obligatoire pour les diagnostiqueurs. La qualification du produit, j'insiste bien sur ce point, nous sommes très attachés à cet aspect-là, puisqu'il est important dans la maîtrise du risque, il va contribuer, c'est un élément essentiel à la maîtrise du risque, et en tout cas, l'assureur va pouvoir s'adosser à cette mission de qualificateur pour pouvoir élaborer ses conditions d'assurance. Les nouvelles missions, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la maîtrise d'œuvre, des économistes ou des architectes. Et puis, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on voit aujourd'hui apparaître des missions spécifiques concernant le réemploi, avec des missions d'assistance maîtrise d'ouvrage réemploi. Là aussi, ce sont des missions voilà, qui sont nouvelles, une activité nouvelle et qu'il faut déclarer auprès de son assureur. Donc, en conclusion, voilà, trois messages importants. Un, bon, bien évidemment, les assureurs, et en tout cas, c'est le cas de la SMA BTP, les assureurs accompagnent le réemploi. Nous sommes vraiment, et nous souhaitons être vraiment moteurs dans l'accompagnement du réemploi. Pas à n'importe quel risque, pas n'importe comment, c'est-à-dire que l'assureur aime bien le risque, c'est son métier. Par contre, voilà, on aime moins l'aventure, donc voilà, on souhaite que les risques soient néanmoins maîtrisés. Et c'est pour ça que dans cet état d'esprit-là, en tout cas, on incite fortement les acteurs à aller vers des règles professionnelles aujourd'hui, à la fois pour fluidifier et mieux maîtriser nos risques. Voilà. Et puis, dernier point, lorsque vous faites du réemploi, surtout prenez le réflexe de bien consulter et alerter votre assureur que sur les chantiers que vous réalisez, vous mettez en œuvre des matériaux de réemploi. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Christian. Merci d'avoir joué le jeu parce que c'était dans un temps très, très contraint. Donc, comme vous avez pu le constater, Ghislain a dû nous quitter. On a une première question de Sophie. Sophie, si tu peux allumer ta caméra, ton micro. Super. Ah, alors attends, Sophie, on ne t'entend pas. Ah, ça y est, parfait. Oui, pardon. Oui, du coup, pour éviter de faire peur aux maîtres d'ouvrage aussi, sur la partie réemploi et responsabilité, problème qu'on pourrait avoir, peut-être qu'on pourrait faire la part des choses entre ce qui relève de la partie décennale et ce qui n'est pas de la décennale, puisque les obligations ne sont pas les mêmes. Et quel que soit le sujet, est-ce que naturellement, on se dit, est-ce que celui qui va réemployer, réutiliser l'ouvrage ne devrait pas être celui qui le dépose quand on est dans un cadre d'un chantier in situ? Parce que traditionnellement, on a un lot démolition ou un lot déconstruction. On peut l'appeler des fois dépose. Déjà, il y a une nuance dans les termes. Et ensuite, ceux qui mettent en œuvre. Et on n'a pas forcément, c'est pas forcément les mêmes. Non, ce n'est pas forcément les mêmes, mais ça risque d'être compliqué ce que vous demandez. Si l'opération est attenante, c'est le même maître d'ouvrage, pourquoi pas, ça pourrait se concevoir. Par contre, si l'opération a lieu 2 ans après, l'opération de construction, il faut penser à ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, tout
tout le parc des matériaux de réemploi ne vont pas être réemployés forcément dans l'immédiat. Donc, il peut se passer un laps plus ou moins long, un laps de temps plus ou moins long. Et si on a plusieurs années, ça peut se produire entre l'opération de déconstruction et l'opération de mise en œuvre. Là, ça va être compliqué, je pense, d'utiliser l'entreprise qui a déposé pour qu'elle puisse mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. C'était pour un sujet où on était sur le même chantier. L'idée, c'était ça. Oui, sur le même chantier, pourquoi pas, mais encore faut-il que le déconstructeur ait cette compétence de metteur en œuvre, hein, et soit assuré pour ça. Voilà, c'est un point d'attention quand même important. Aujourd'hui, un déconstructeur porte pas de risque décennal et n'est pas forcément assuré en décennal. Donc, s'il met en œuvre effectivement des matériaux de construction, là, pour le coup, il va porter une responsabilité décennale. David, une précision? Ouais, une précision, parce que je pense que je vois de quel projet Sophie veut parler. L'idée, c'est que, en gros, je pense qu'on parle du cas où il y a pas mal d'entreprises de l'ESS qui sont en train de se positionner sur ce marché. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avec des nouveaux acteurs et qui ont, dans un certain nombre de cas, l'habitude du chantier, en fait, pour le coup, qui sont des poseurs eux-mêmes, et qui peuvent avoir des assurances, mais qui se positionnent aussi sur les questions de déconstruction également. Donc, en gros, on est en train un peu d'anticiper ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas de Sophie, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens dans l'écosystème qui nous entoure qui pourraient se positionner sur ce type de mission de déconstruction et qui auraient la possibilité de poser notamment du second œuvre, hein, notamment. Hein, voilà. Alors, pour nous, c'est pas un problème, hein, mais encore faut-il effectivement bien comprendre ce qui est fait, comment c'est fait, et que le contrat d'assurance couvre bien l'ensemble de ces risques, qu'il n'y ait pas de trous ou de découvert d'assurance pour ces acteurs. Ouais. Merci Christian. Une question de Thomas Garnesson, Novatech INF4. Thomas, si tu peux allumer ton micro, caméra. Oui. Super, merci. Donc, la question, moi, elle porte sur les projets sur lesquels on va avoir du réemploi in situ, donc de la dépose d'éléments et puis leur remise en œuvre. Ce que nous, on est amené à proposer généralement, c'est d'avoir un lot spécifique réemploi qui assure à la fois la dépose des éléments, mais aussi leur fourniture aux entreprises des autres lots. Du coup, on se retrouve avec un lot réemploi qui a un peu le même rôle qu'un fabricant de matériaux de construction. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que l'entreprise qui assure la pose, finalement, elle est bien responsable uniquement de la pose et pas du matériau? Ça reste le lot réemploi qui va être responsable de la qualité du matériau, non? Non, alors pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ça. De toute façon, l'entreprise qui pose, qu'on lui fournisse ou pas le matériau, elle va porter la responsabilité dans le champ décennal de la pose et du matériau. Après, son assureur va éventuellement faire un recours, si c'est une problématique matériau pur, hein, va faire un recours contre effectivement celui qui lui a vendu le matériau. Donc, en l'occurrence, vous qui allez porter une responsabilité de fabricant, là, pour le coup. Hein. Mais l'entreprise sera quand même responsable. Hein. Oui, d'accord, c'était ma question en fait. Est-ce que l'entreprise ne devenait uniquement responsable que de la pose ou toujours de la pose et du matériau? Non, des deux. Okay. J'ai une question, Christian. Tu dis consultez votre assureur. J'imagine que c'est le plus en amont possible, mais malgré tout, il faut quand même des informations suffisamment précises pour que l'assureur puisse se dire oui, non, faites comme si. Alors, quel est le moment le plus opportun pour venir voir son assureur et dire réemploi, voilà, comment je m'y prends? Alors, quand je dis le plus tôt possible, c'est effectivement pour une entreprise, dès qu'elle répond à un appel d'offres, à un marché, voilà, c'est dès ce moment-là qu'elle doit informer son assureur, à la fois du périmètre sur lequel elle va intervenir et quelle typologie d'ouvrage on va construire, etc. etc. Enfin, tous les paramètres qui vont permettre effectivement à l'assureur d'identifier son risque. Et plus tôt c'est traité, le plus indolore, ça va être pour l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire si on vient voir l'assureur un peu tardivement, une fois que le marché est passé, que tout est ficelé, effectivement, là surtout si ça… Dans certains cas, ça peut conduire à des surprimes d'assurance. Voilà, lorsque le marché est passé, la surprime, l'entreprise ne va pas pouvoir la répercuter au niveau de son marché. Donc, c'est déjà trop tard et ça peut constituer des difficultés. Donc là, il faut que ce soit le plus en amont possible pour pouvoir échanger et discuter effectivement
il faut envisager les choses, je dirais vraiment, l'assureur, en tout cas, dans cette démarche, comme un partenaire. Et plus le partenaire est informé en amont, plus les choses vont être fluides et se passeront sans difficulté. Merci. Alors, tu as commencé à répondre à la question de Anne, mais peut-être que Anne a besoin de précision tout de même. C'est sur cette question des surprimes. Anne. Oui, c'était avoir une idée, un ordre d'idée du surcoût lié à cette approche plus spécifique réemploi, parce qu'on a déjà vu que ça coûtait a priori plus cher aujourd'hui un chantier en réemploi. Donc, je me mets du point de vue des maîtres d'ouvrage, voilà, à quel moment, en fait, ça devient vraiment cher. C'est le premier point, c'est voilà, quel surcoût et comment ça va être répercuté auprès du maître d'ouvrage. Et l'autre point, c'est tout ce que vous avez cité là, parce que finalement, il faut aller revoir pas mal de choses par rapport à la réglementation. Et on parlait par exemple de REACH, donc il faut avoir une traçabilité, de savoir en quelle année ce matériau a été posé, etc. C'est la responsabilité. Enfin, qui est-ce qui va donner cette information-là ? Est-ce qu'il y a un tiers ou est-ce que c'est du déclaratif? Voilà un peu comment ça s'organise au niveau de tous ces items pour montrer patte blanche vis-à-vis de l'assurance. Alors, aujourd'hui, sur les coûts, là, je ne suis pas le mieux placé, malheureusement, parce que moi, je ne fais pas de la souscription, je ne vous donnerai pas d'indication. Alors, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que réemploi n'est pas synonyme de surprime. C'est-à-dire il y a beaucoup d'opérations dans lesquelles on fait du réemploi pour lesquelles il n'y a aucune surprime d'assurance. C'est-à-dire qu'on reste à isopérimètre pour l'ensemble des acteurs. En tout cas, au sein des dossiers que j'ai pu étudier, c'est le cas de bon nombre de dossiers. Mais dès lors que les risques sont mal appréhendés ou qu'il y a des trous dans la chaîne de responsabilité, donc derrière avec génération de risques juridiques, ça forcément ça a un coût et ça peut conduire effectivement à une prime supplémentaire. Donc là, c'est au cas par cas. Là, je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. C'est vraiment en fonction des chantiers. Moi, le conseil que je donnerais, c'est veiller bien au montage contractuel, l'ensemble des acteurs qui fournit les matériaux, qui évalue la performance de ces matériaux. Déjà, est-ce qu'il y a un acteur qui le fait? Aujourd'hui, voilà, en fonction des projets, ça peut être le cas ou ne pas être le cas. Et si ce n'est pas le cas, in fine, c'est l'entreprise derrière qui va mettre en œuvre, qui va porter l'ensemble de ces risques. Et donc là, si on est dans cette configuration, forcément, ça a un coût. Merci Christian. Question de Marilyn. Je la pose Marilyn parce que le temps commence à presser. À quel moment un maître d'ouvrage va voir l'assureur? À quel moment se pose-t-il des questions? Et ensuite, je laisserai la parole à Éric Périllou. Le maître d'ouvrage, dès qu'il sait qu'il va dans son programme, il va utiliser du réemploi. Il faut en informer tout de suite son assureur, puisque au niveau de la DO derrière, ce qui sera important, effectivement, c'est de s'assurer que les entreprises qui vont réaliser les travaux soient bien couvertes dans le cadre de réemploi. Voilà. Alors, peut-être pour préciser juste, Christian, même quand le maître d'ouvrage demande des variantes, parce que ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'en gros, parfois, il ne prescrit pas de réemploi, il dit, voilà, c'est une variante, voilà, variante 1, ou voilà, c'est pareil dans ce cas-là? Tout à fait, même si c'est une variante, la variante, elle est dans le champ de possible, c'est-à-dire que derrière, si la variante arrive et effectivement est décidée par la maîtrise d'ouvrage et que derrière on n'a pas pris les précautions au niveau des entreprises, des marchés des entreprises, etc. et de leurs assurances, il peut y avoir potentiellement derrière des découvertes d'assurance et donc derrière des problèmes de recours pour l'assureur DO du maître d'ouvrage, tout simplement. Merci, Christian. Alors justement, on va aller même un peu plus précisément avec la question d'Éric. Éric, je t'en prie, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, je voulais profiter des compétences de Christian Garcia pour lui soumettre un problème qu'on va rencontrer sur une opération, qui est une opération dont je vous avais parlé sur ça. Dans le cadre d'une réhabilitation et de restructuration des locaux, notamment de la mairie, il y a une option qui est prévue et qui va se faire, qui est le remplacement des fenêtres. Donc, il faut imaginer un bâtiment avec une vingtaine de fenêtres, des fenêtres qui sont en double vitrage, et nous, on ne voulait pas en faire des déchets, et donc on a demandé à la maîtrise d'œuvre d'étudier la possibilité de
d'être réemployés, pas forcément sur le projet en lui-même. Donc, on a trouvé, il y a une entreprise qui fait ça, qui en plus fait de l'insertion sur Limoges. Et on s'est heurté pour le moment au niveau de la maîtrise d'œuvre qui ne veut pas, puisqu'elle nous dit que l'entreprise doit être assurée avec une décennale. Donc, je trouvais que c'était un peu bizarre pour enlever des fenêtres. Pour moi, il ne me semblait pas. Et donc, voilà, on se heurte un peu à des discours comme ça. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, M. Christian Garcia. Sur la dépose, l'opération de dépose proprement dite, puisque c'est de ça dont il s'agit, effectivement. Là, on n'a pas besoin d'avoir une couverture en assurance décennale. C'est de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'action d'une mission de dépose uniquement des fenêtres. Je vous confirme bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Alors, il me disait, oui, mais il peut toucher à la structure et tout. Mais s'il dépose, alors bien sûr, il m'a parlé aussi avec un engin, mais là, comme vous l'avez dit, c'est la responsabilité civile sur ça. Mais ce n'est pas la responsabilité décennale. Et il nous disait que lui, son assurance, lui demande d'avoir uniquement des entreprises qui interviennent sur ces opérations, qui ont l'assurance décennale. Donc, moi, j'ai cherché à droite, à gauche, j'en ai parlé aussi à David, sur ça, on avait questionné sur ça. Donc, voilà, mais on a plutôt des réticences comme ça. Vous voyez, tout le monde n'est pas volontaire dedans, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, ça change un peu les habitudes, il faut rédiger les pièces différemment. Voilà. Alors, le dernier truc qui a été trouvé, c'est de dire, s'il intervient avant, donc il faudrait que, vous voyez, on fasse la consultation. On lance et quand on sait que c'est bon, on dépose toutes les fenêtres, alors qu'il n'y a pas vocation à les déposer tout de suite, mais plutôt à les déposer quand il va y avoir un remplacement, et de trouver quelque chose qui permette d'assurer aussi la sécurité du bâtiment, sur ça, soit par du triplis. Voilà. Donc on est dans une situation où finalement c'est pas très encourageant pour le maître d'ouvrage Alors, justement, je profite de cette question-là, Eric, puisque là, on a vraisemblablement un maître d'œuvre qui est un petit peu réticent. Christian, toi, en tant qu'assureur, quel conseil tu donnerais au maître d'ouvrage pour qu'il continue à être dans cette démarche, je dirais, d'économie circulaire et de réemploi? Et qu'est-ce que tu dirais au maître d'œuvre s'il t'appelait? Moi, ce que je dirais, aujourd'hui, la difficulté sur les opérations, encore une fois, c'est la qualification des matériaux de réemploi. Tout simplement parce que le référentiel technique est en train de se mettre en place aujourd'hui. On n'a pas tout ce qu'il faut. Et derrière, effectivement, ça peut rebuter un certain nombre de maîtres d'œuvre, effectivement, voire même de bureaux de contrôle sur les opérations, parce que le référentiel technique n'est pas encore présent. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, le conseil que je donnerais aux maîtres d'ouvrage, c'est allez-y prudemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du réemploi, là, sur des menuiseries extérieures, c'est peut-être pas le plus simple pour faire du réemploi de menuiserie extérieure, parce qu'effectivement, il y a des exigences réglementaires. Il va falloir démontrer que les performances AEV, acoustiques, thermiques sont au rendez-vous. Et ça, forcément, ça va avoir un coût et ça peut remettre en cause la réalité économique du projet. Par contre, sur des éléments de second œuvre, on aura beaucoup moins de difficultés. Ça va être beaucoup plus fluide et les acteurs vont être plus faciles à convaincre sur ces opérations. Donc, moi, mon conseil, ça serait aujourd'hui, essayer de bien sectoriser dans les matériaux de réemploi les filières qui vont être simples à réemployer aujourd'hui ou sans grande difficulté, et des filières qui vont être un peu plus compliquées. Dès lors qu'on touche à la sécurité des personnes, clairement, ça va être plus compliqué. Oui. Merci beaucoup. Il ne s'agissait pas de faire du réemploi même sur le bâtiment. C'était au moins qu'elle soit valorisée après le futur par l'intermédiaire d'une entreprise que vous connaissez qui fait de la réinsertion. Donc, c'était pour après même y vendre à des particuliers. Moi, il est venu dans le cadre de la visite des bâtiments. Il m'a dit en 15 jours, les fenêtres, elles partent. Voilà, il ne s'agit même pas de les réutiliser sur le projet. Et justement, on cherche à améliorer les performances thermiques de ce bâtiment. Donc, même si elles sont isolées, quand on voit l'état, c'est des menuiseries, si vous voulez, PVC, on va passer sur des menuiseries aluminium, qui sont
pour lequel les performances, on sait qu'elles sont meilleures. Voilà. Donc, on n'est même pas dans ce schéma-là d'interrogation. C'est juste au moins de préserver et de ne pas en faire des déchets sur ça. Et même avec ça, on se heurte à des arguments comme celui-ci. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci. On peut prendre une dernière question. Donc, je vous propose d'allumer votre micro, votre caméra et de poser votre question si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire dans le chat. Et sinon, moi, j'en ai une. Et ça sera la dernière. Mais... Ouais, il y avait Thomas, mais Thomas est parti entre-temps. Il est parti. Ouais. Si, il l'a posé tout à l'heure, Thomas. D'accord. Sur la question des ouvrages non soumis à la garantie décennale. Ah non. Il y en a une, il avait intervenu. J'en avais vu qu'une, pardon. Ouais. Il est parti, Thomas. Bon, c'est pas grave. Ah, il y en a peut-être une. Ah, non. Voilà. J'étais en train, j'allais faire le. Alors, moi, j'ai quand même une question, ouais. Je me permets, qui me semble importante. Donc, peut-être qu'en plus, Marie-Angèle pourra compléter ou contribuer. Quand, Christian, tu dis, ce qui est important, c'est de prouver que ce matériau est réemployable. Tu as besoin de quel type de preuve? Alors, c'est une évaluation technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on a. Moi, j'ai une vision à court terme, moyen terme et long terme. La vision long terme, c'est finalement le réemploi. Il faut que ça rentre dans les règles de l'art. Donc, à long terme, il faut que ce soit intégré dans les DTU. Donc là, ça ne posera plus du tout de questions. La question à moyen terme, c'est en attendant que ça rentre parce que ça va prendre plusieurs années, c'est d'aller vers des règles professionnelles. Le circuit est plus court, est plus souple et demande moins d'énergie pour pouvoir établir une règle professionnelle. Donc ça, on peut établir des règles professionnelles, je dirais, assez rapidement, dans des délais, d'ici 2-3 ans, on peut commencer à avoir des règles professionnelles sur tout un tas de sujets et qui vont faciliter grandement le réemploi. En attendant tout ça, aujourd'hui, il faut bien assurer les opérations de réemploi. Donc, aujourd'hui, on passe par une évaluation technique chantier par chantier. C'est moi ce que j'appelle une évaluation de chantier. Donc, ça peut être des fiches techniques, ça peut être… Toujours est-il qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait cette évaluation technique et qui se soit prononcé sur la réemployabilité, savoir qu'est-ce qui a été fait, comment, est-ce que j'ai bien fait attention que les performances réglementaires, s'il y en a, sont au rendez-vous. Aujourd'hui, qui peut me garantir ça? Et à défaut, si on n'a pas ces preuves-là, le risque ne sera pas le même. Oui. Merci beaucoup, Christian. Marie-Angèle, un complément d'information, soit par rapport à la réponse que nous a apportée Christian, soit de manière générale? Non, elle était très complète, sa réponse. Donc, non, pas de compléments. Merci, Eva. Écoutez, je crois qu'on va clôturer ce 10e midi circulaire. Merci à tous. Donc, vous l'avez compris, petite pause estivale, retour des midis circulaires à la rentrée dès septembre, date à définir. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions suite au webinaire, passez par David ou moi ou Anne et on reviendra vers nos 3 intervenants. Et puis, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Anne, David, un petit mot pour conclure? Bravo à nos intervenants parce que c'était un sujet vraiment très attendu. Ils ont été extrêmement clairs et complémentaires. Et voilà, ça c'est quand nous on prévoit ce genre de choses. Voilà, c'est pas toujours évident de se rendre compte de comment ça se passait en réel. Et finalement, ça a été extrêmement fluide et riche. Et encore une fois, ça se termine pas là, comme le disait Eve. N'hésitez pas à poser des questions et de toute manière, vous aurez les restitutions. Et le plus important, c'est d'avoir les coordonnées de cette communauté et de travailler ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez contacter les gens après par la suite pour pouvoir avancer concrètement sur vos projets. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on insiste un peu au début pour que vous mettiez vos structures, etc. Parce que derrière, on le sait, depuis le début des midis circulaires, ça travaille ensemble et on veut continuer comme ça à ce que vous puissiez travailler ensemble concrètement sur les projets. Alors, il y a beaucoup de merci dans le chat, David. Anne, un petit mot. Merci beaucoup aux intervenants, effectivement, pour cet exercice. 3 interventions ultra complémentaires et synthétiques et claires. Moi qui ne suis pas très connaisseuse, j'ai bien compris, donc bravo. Et puis, bel été à toutes et tous. Et on a du travail, Eve, David, Lorraine, pour continuer. Voilà, c'est de plus en plus
de plus en plus exigeants et de qualité, ces midis circulaires. Donc, bravo à tous. Allez, merci à tous. Excellente journée et puis bonnes vacances à venir pour celles et ceux qui n'y sont pas encore. Donc, Exactement. a priori, c'est pas trop notre cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.